il n'y en a pas, on peut passer à la communication suivante. C'est toi, Pierre-Yves, du coup, qui parle. C'est bien, je peux activer le micro. Alors, je vais faire le partage d'écran. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je prends la parole pour vous présenter une découverte qui a été faite en 2013, malheureusement dans des conditions que vous imaginez, car c'est souvent le cas ces dernières années. Hein, il s'agit d'un pillage. Le service régional de l'archéologie a pu intervenir à l'époque, notamment en la personne de Karim Jernigon, que je remercie. Et donc, on m'a confié l'étude de cet ensemble. Étude que j'ai menée évidemment avec la collaboration de pas mal de collègues, hein, dont les principaux apparaissent ici à l'écran. Alors, nous sommes donc dans le Quercy, hein, c'est-à-dire dans l'actuel département du Lot, à 100 km au nord de Toulouse, et la commune de Saint-Sulpice se trouve en fait dans le sud du Causse de Gramat et plus précisément dans le Causse de Cajarc. Alors, Saint-Sulpice, c'est une commune qui est notamment drainée par une rivière qui est très profondément encaissée dans le Causse. Cette rivière, c'est celle du Célé, qui est un affluent du Lot. Et donc, le lieu de découverte du dépôt eh bien, se trouve à 1 kilomètre au nord de la falaise qui borde donc la rive droite du Célé. Cette enquête autour du dépôt de Saint-Sulpice nous a permis de dresser une carte archéologique du secteur et de voir que même si les recherches ont été finalement assez peu développées, il y a beaucoup d'indices finalement de sites attribuables assurément ou vraisemblablement au bronze final dans la région. On a en particulier des nécropoles tumulaires qui se trouve à peu près à 2 km au nord du dépôt. Et puis, si l'on franchit la rivière du Célé en rive gauche, et puis même dans la vallée elle-même, on a toute une série d'anfractuosités, d'abris sous roche, de grottes, ce que l'on appelle régionalement des igues, et l'une d'entre elles a livré une série de tessons tout à fait caractéristiques du bronze final 2 récent. Et puis, si on élargit un petit peu la focale, eh bien, on s'aperçoit qu'à 3 km à l'est du dépôt se trouve un vaste établissement de hauteur qui domine avec une falaise, donc le cours du Célé. Il s'agit en fait donc d'un éperon qui est ceint de plusieurs murailles qui forment une enceinte d'environ 11 hectares. Bon, malheureusement, ce site, qui est celui du château des Anglais, n'est pas daté pour le moment, et donc seules des fouilles permettraient bien entendu d'établir une contemporanéité éventuelle avec le dépôt. Bon, c'est quand même une hypothèse, hein, celle de la contemporanéité, qu'il faut bien avoir à l'esprit, car au bronze final, en tout cas en France, nombre de dépôts s'avèrent appartenir soit à des sites de hauteur fortifiés, soit à leur périphérie. Et puis, si on élargit encore un petit peu plus le zoom, en quelque sorte, eh bien, à 6 km au nord de Saint-Sulpice, a été trouvé en 1965 un petit ensemble hein, qui est celui d'Espédaillac, constitué donc de nombreux objets, mais de petite taille, hein, presque 300 pièces, pesant tout moins d'1 kilo. Et ces petites pièces, eh bien, une particularité, c'est que la plupart sont intactes, entières, et renvoient très clairement au bronze final 2 continental hein, et fait penser à des équipements personnels tels que ceux que l'on connaît par exemple à Blano. Hein. Vous avez là ici toute une série très caractéristique d'anneaux, de boutons et d'appliques de ceinture. Pour ce qui est maintenant du dépôt découvert en 2013, eh bien, donc il a été trouvé sur le Causse.
plus précisément sur la partie haute de la pente d'une colline, pente qui est exposée à l'est, donc en direction du site fortifié du château des Anglais, hein, que l'on aperçoit d'ailleurs au loin. Et le dépôt eh bien, était, semble-t-il, installé dans une faille naturelle, hein, dans une faille karstique, hein, qui devait être comblée par du sédiment. Et il semblerait qu'une fosse était aménagée superficiellement dans cette anfractuosité, une fosse d'à peu près une quarantaine de centimètres de diamètre. Le remplissage aurait été fait sur une vingtaine de centimètres. Et d'après le clandestin, eh bien, les objets auraient été masqués ou recouverts d'un gros bloc de pierre. Alors, il a fallu attendre un petit peu avant que l'on puisse intervenir sur le terrain, et donc c'est en 2015 hein, que nous avons pu faire ces observations. L'ensemble du dépôt, eh bien, pour ce que l'on en connaît en tout cas, parce que bien sûr, malheureusement dans ces affaires, on ne peut pas certifier qu'on a bien tous les objets. Donc nous connaissons 77 pièces, qui représente pratiquement 14 kilos de métal, et on voit sur la photo que la plupart de ces objets eh bien, sont cassés, fragmentés, lacunaires, et sauf très rares exceptions, hein, les éléments ne recollent pas. Et même si l'on met de côté, si vous voulez, les lingots, eh bien même les produits finis sont hors d'usage, hein, plus de 80% donc, de ces pièces étaient brisées ou bien inutilisables. Alors si on regarde maintenant les choses un petit peu plus en détail, en termes de catégories fonctionnelles, eh bien nous voyons ici que cet ensemble est essentiellement constitué de lingots. Hein, la moitié des objets correspond à des lingots, et puis en masse, eh bien, ces lingots dominent, hein, puisqu'ils forment à peu près les trois quarts, un peu plus même des trois quarts hein, de la masse totale du dépôt de Saint-Sulpice. Viennent ensuite les haches, hein, qui forment à peu près un quart hein, des objets en nombre de restes et aussi en masse. Et puis ensuite, on a d'autres catégories fonctionnelles. Alors, si on essaie de ranger les objets maintenant en termes de style, de typologie, et si on fait l'hypothèse que la typologie peut renvoyer à des origines géographiques, eh bien, nous avons ici peut-être un lot correspondant, disons, à des productions plutôt régionales, notamment ici c'est Herminette à construction médiane, hein, qui sont bien connues donc, dans le sud-ouest du massif central. Ici une hache à aileron très large, et puis avec un profil un petit peu galbé d'un type que l'on connaît bien dans le Gers. Et puis des objets simples mais un peu particuliers, donc qui ne trouvent pas véritablement de comparaison ailleurs et qui peuvent être éventuellement régionaux. Je pense en particulier à ces bracelets assez simples et à cette lame de faucille très particulière parce que étroite et lisse. On a quelques objets qui peuvent renvoyer à la sphère continentale, mais qui se distinguent quand même par des particularismes. Ce sont peut-être plutôt des imitations. Ici, un bracelet qui fait un petit peu penser aux exemplaires réniformes plus orientaux, un fragment de lame à cannelure hein, qui permet de faire le lien aussi avec ce que nous a présenté Sophia Adams, et qui nous montre qu'on a déjà des épées hein, à lame à cannelure déjà dans ce bronze final 2 du sud-ouest de la France. Et puis, il y a indéniablement une forte composante médio-atlantique avec toute une série hein, de fragments de lames d'épée pistiliformes, des éléments de boutreaux, et en particulier 2 boutreaux complètes, une courte que l'on peut rattacher, ce sont des boutreaux de section losangique bien entendu, donc un exemplaire court que l'on peut rattacher au type de quai, c'est-à-dire qui est plutôt attribuable au bronze final 2 ancien, mais on a un exemplaire long de type Gaine-Bruges qui normalement est plutôt caractéristique du bronze final 2 récent, et donc j'aurais tendance à penser, grâce à ces boutreaux, qu'on est vraisemblablement, vous voyez, à un moment un petit peu intermédiaire
transition bronze final 2 ancien, bronze final 2 récent, plutôt bronze final au début du bronze final 2 récent, soit dans la seconde moitié du XIe siècle avant Jésus-Christ. Et puis voilà, hache à talons, pointe de lance à flamme trapue, c'est-à-dire autant d'objets qui trouvent de nombreuses comparaisons d'une façon générale dans le nord-ouest et le nord de la France. Il y a également une composante que l'on pourrait qualifier d'ibéro-atlantique, c'est-à-dire avec des productions qui viennent soit de l'extrême sud-ouest de la France, si je puis dire, ou plus vraisemblablement des régions situées outre-Pyrénées, peut-être un morceau d'épée de type Villiers-Maillot, assurément un morceau de hache à talons à très forte constriction, et puis vous voyez des morceaux de lingots plats de forme trapézoïdale qui correspondent en fait à des sortes de simulacres de haches plates que l'on connaît bien d'une manière générale dans l'ouest de la péninsule ibérique. Et puis une dernière composante qui est très bien représentée cette fois-ci, celle des objets que l'on pourrait qualifier de nord-adriatique, c'est-à-dire des objets que l'on va trouver essentiellement dans le nord-est de l'Italie, ainsi qu'en Istrie, dans le sud des Alpes, des haches à ailerons extrêmement galbés, et puis surtout toute une série de lingots dits bipènes avec une perforation centrale, c'est ce que les collègues italiens appellent des lingots en forme de pioche, des paniers à picone, et ces paniers à picone eh bien, sont bien répandus, fréquents, si vous voulez, dans les dépôts à la fois de Toscane, d'Italie centrale, mais également donc, dans toute cette partie, vous voyez, nord de l'Adriatique, et donc dans le sud des Alpes, avec bien entendu des occurrences plus à l'est, jusque dans la moyenne vallée du Danube, le sud-ouest de l'Allemagne, une petite concentration entre Jura et Suisse, notamment côté français, quelques exemplaires qui eh bien, se rapprochent de la Manche, avec le dépôt de Quai, dans l'Oise, et puis bien entendu les exemplaires de Saint-Sulpice qui de loin sont les plus occidentaux et qui se trouvent au moins à plus de 600 km du lieu de production supposé de ces lingots. Alors bien entendu, ces objets ont donné lieu à des études archéométriques et technologiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait beaucoup trop long, mais les analyses de Cécile Le Carrier de Veslu ont montré en particulier, c'était un peu une surprise, que quasiment tous les lingots sont des lingots de bronze. Ce ne sont pas des lingots de cuivre. Donc il s'agit véritablement de ce que Gaël Meigneux appelle des lingots d'élaboration, et non pas des lingots d'extraction. Et puis un petit point de détail, mais qui me semble intéressant, Cécile a pu mettre en évidence que 2 fragments de lame d'épée disjoints appartenaient bien à un même objet, ce qui montre que, bien entendu, la fragmentation et la circulation de ces fragments s'est faite bien avant le dépôt, mais pas trop non plus en amont, parce que sinon, voilà, chaque pièce serait complètement isolée les unes des autres, et ça nous permet d'avoir une information sur le degré de circulation des objets entre le moment de la fragmentation et puis le moment de leur dépôt. On a également procédé à une série d'analyses isotopiques sur le plomb associé au cuivre, et il s'agissait en particulier de tester 4 hypothèses de provenance pour le cuivre. Vous les avez qui s'affichent en bas. Et donc Sandrine Baron, qui a mené cette étude, a pu voir que l'hypothèse d'un cuivre régional était quand même peu vraisemblable, ça ne marche pas très bien avec les signaux de Cabrières. Nous avions également à un moment donné poursuivi la piste sarde, tout simplement parce que l'un des lingots a une particularité, un manchon, qui renvoie à un type de lingot très particulier connu en Sardaigne. Ça ne fonctionne pas non plus. Pour ce qui est de la péninsule ibérique, ça ne fonctionne pas non plus avec les cuivres du nord de la péninsule, mais par contre, les cuivres andalous, donc du sud de la péninsule, peuvent correspondre éventuellement à certains des objets
du dépôt de Saint-Sulpice. Et puis, bien entendu, il s'agissait également de vérifier l'hypothèse italienne. Alors, ça ne marche pas avec le cuivre toscan, mais par contre, on a une bonne corrélation, si vous voulez, avec le cuivre du sud des Alpes centrales. Alors, pour conclure, qu'est-ce que l'on peut dire finalement de ce dépôt? Eh bien, c'est d'abord qu'il comble d'énormes lacunes dans un sud-ouest de la France qui, il faut bien le dire, est quand même assez pauvre en dépôt de la fin de l'âge du bronze. Le Quercy, c'est une région que pendant longtemps, on a cru un petit peu à l'écart, hein, si vous voulez, des mouvements de circulation. On pensait que c'était une sorte de cul-de-sac. Alors, la présence à quelques kilomètres l'un de l'autre d'Espédaillac et de Saint-Sulpice, eh bien, nous permet de voir qu'on est probablement à la charnière entre deux espaces culturels, l'un centre européen, qui est bien connu avec des dépôts à équipements personnels de type Blano, et puis un autre que l'on pourra qualifier d'Atlantique, éventuellement de médio-atlantique, avec surtout des objets très cassés, fragmentés, et puis évidemment avec une typologie qui est très clairement occidentale. Et parallèlement à cela, eh bien, le dépôt de Saint-Sulpice nous montre que même si on est dans une région qui aujourd'hui pourrait sembler très reculée, eh bien, néanmoins, au bronze final 2, au XIe siècle avant Jésus-Christ, cette région eh bien, semble avoir été à la conjonction, vous voyez, de différents réseaux de circulation, les uns provenant des Alpes centrales, les autres probablement du sud de la péninsule ibérique, et cela nous montre toute la complexité des interactions, notamment économiques, au bronze final, dans cette partie, disons, sud-occidentale de la France. Merci. Merci Pierre-Yves. Eh ben, avant la pause, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas.